Bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous avez la santé. Je fais un grand coucou à mes amis qui ont l'habitude de m'écouter et souhaite la bienvenue aux nouveaux venus qui, j'espère, apprécieront mon contenu. Alors sans plus tarder, on va commencer notre petite enquête avec Hercule Poirot et le capitaine Hastings. L'histoire s'intitule L'enlèvement du Premier ministre. Maintenant que la guerre et tous ses problèmes sont loin dans le passé, je crois pouvoir m'aventurer à révéler au monde le rôle que joue mon ami Poirot dans cette histoire de la crise nationale. Le secret a été bien gardé. Pas un écho n'atteignit la presse. Mais maintenant qu'il n'y a plus de raison de se taire, il me paraît juste que l'Angleterre connaisse la dette qu'elle a envers mon ami, qui, par son intelligence merveilleuse, a évité une si grande catastrophe. Un soir après dîner, mon ami et moi étions assis dans son appartement. Je ne préciserai pas la date, il suffira de dire que c'était à un moment où la paix par négociation était ardemment réclamée par tous les ennemis de l'Angleterre. Après avoir été réformé suite à une blessure, j'obtiens un emploi dans un bureau de recrutement. J'avais l'habitude de venir tous les soirs passer la veillée chez Poirot et de m'entretenir avec lui de tous les cas intéressants qui lui étaient confiés. Nous commençâmes à discuter des nouvelles sensationnelles de la journée. Il ne s'agissait rien de moins que de la tentative d'assassinat de M. David Macadam, Premier ministre anglais. Il est évident que le compte-rendu des journaux avait été soigneusement censuré. On ne donnait aucun détail, si ce n'est que le Premier ministre avait échappé par miracle à la balle qui frôla sa joue. Je ne pus m'empêcher de trouver notre police honteusement négligente d'avoir laissé se produire une telle tentative. Mais je comprenais parfaitement que les agents allemands, en Angleterre, fussent prêts à tout risquer pour supprimer le Premier ministre, Mac le batailleur, comme l'avait surnommé son parti, et qui avait vigoureusement combattu l'influence pacifiste qui avait pris tant d'importance. Il était plus que le Premier ministre anglais. Il représentait la nation anglaise, et le faire disparaître de son poste de commandement devait porter à l'Angleterre un coup terrible en la frappant d'inertie. Poirot était occupé à nettoyer un costume gris avec une éponge. Il n'y eut jamais de pire dandy qu'Hercule Poirot. Il avait la passion de l'ordre et de la netteté. Je le sentais bien. Tant que cette odeur de benzine remplirait l'air, il serait incapable de m'accorder son attention. « Je suis à vous dans une minute, mon ami. J'ai presque fini. Plus que cette tache de graisse. Voilà. » Il frotta son vêtement. Je souris tout en allumant une cigarette. « Rien d'intéressant en ce moment ?» demandai-je, après un certain temps. « J'aide une femme abandonnée à retrouver son mari. Une affaire difficile et qui demande du tact, car j'ai l'impression que s'il est découvert, il n'en sera pas ravi. Et cela se conçoit. Pour ma part, je le comprends parfaitement. Il a été bien avisé de disparaître. » Je souris. « Enfin, ma tâche ne se voit plus. Je suis à votre disposition. » Je vous demandais ce que vous pensiez de cet attentat contre Macadam. « Enfantillage, répliqua promptement Poirot. Il est difficile de le prendre au sérieux. Conçoit-on qu'on tire de nos jours à la carabine? C'était bon autrefois. Oui, mais la carabine a bien failli atteindre son but cette fois, lui rappelai-je. Poirot secoua la tête avec impatience. Il allait répondre quand la porte entrebâillée laissa voir la tête de la propriétaire. Celle-ci annonça qu'en bas, deux messieurs demandaient à lui parler. « Ils ne veulent pas donner leur nom, monsieur, mais ils disent que c'est très important. »« Faites-les monter, » dit Poirot en pliant soigneusement son pantalon gris. Quelques minutes après, les deux visiteurs furent introduits, et je fus saisi en reconnaissant dans le premier un personnage aussi considérable que Lord Esther, président de la Chambre des communes. Son compagnon, M. Bernard Dodge, était un personnage important du ministère de la Guerre, et, à ce que je savais, ami intime du Premier ministre. « Monsieur Poirot ?» interrogea Lord Esther. Mon ami s'inclina, le grand homme me regarda en hésitant. « Je viens pour une affaire confidentielle. Vous pouvez parler librement, devant le capitaine Hastings, dit mon ami en me faisant signe de rester. S'il n'est pas un détective parfait, je réponds de sa discrétion. » Lord Esther hésitait encore, mais M. Dodge intervint brusquement. « Oh, allons, ne faisons pas de manières, il est trop certain que toute l'Angleterre connaîtra l'affaire assez bientôt. Hâtons-nous, le tout est une question de temps. »
Asseyez-vous, monsieur, je vous prie, dit poliment Poirot. Voulez-vous prendre le grand fauteuil, milord? Lord Esther tressaillit légèrement. Vous me connaissez? Poirot sourit. Je lis les journaux et je vois les photographies. Comment pourrais-je ne pas vous reconnaître? Monsieur Poirot, je suis venu vous consulter au sujet d'une affaire urgente et d'une importance vitale, mais je dois vous demander le secret absolu. Vous avez la parole d'Hercule Poirot, je ne peux pas dire plus, dit mon ami avec une teinte de grandiloquence. Il s'agit du Premier ministre. Nous sommes très troublés. La situation est critique, ajouta M. Dodge. La blessure est sérieuse alors? Demandai-je. Quelle blessure? La balle qu'il a reçue. Oh non, cela, s'écria M. Dodge, avec dédain, c'est de l'histoire ancienne. Comme vous l'explique mon collègue, continua Lord Esther, il n'est plus question de cette affaire. Elle a heureusement échoué. Je voudrais pouvoir en dire autant de la seconde tentative. Il y a eu donc une seconde tentative? Oui, mais pas de même nature, monsieur Poirot. Le Premier ministre a disparu. Comment? Il a été enlevé. C'est impossible, m'écriai-je stupéfait. Poirot me lança un regard foudroyant, qui m'enjoignait de garder le silence. Oh, c'est impossible que cela paraisse. Ce n'est malheureusement que trop vrai, continua son Excellence. Poirot regarda M. Dodge. Vous venez de dire, monsieur, que tout n'est qu'une question de temps. Que voulez-vous dire par ça? Les deux hommes échangèrent un regard, puis Lord Esther commença. Vous avez entendu parler, monsieur Poirot, de la prochaine conférence des Alliés? Mon ami fit signe de tête affirmatif. Pour des raisons trop évidentes, on n'a donné aucun détail sur le lieu et la date de la conférence. Mais bien que non publié dans les journaux, le jour est naturellement connu dans les milieux diplomatiques. La conférence se tient demain soir jeudi à Versailles. Vous pouvez mesurer maintenant la gravité terrible de la situation. Je ne vous cacherai pas que la présence du Premier ministre à la conférence est d'une nécessité vitale. La propagande pacifiste entreprise et maintenue par des agents allemands dans notre milieu anglais est très active. De l'avis unanime, la note essentielle de la conférence sera donnée par la puissante personnalité du Premier ministre. Son absence risque d'avoir les résultats les plus graves, et nous n'avons personne pour le remplacer. Lui seul peut représenter l'Angleterre. Le visage de Poirot était devenu grave. Ainsi, vous considérez que l'enlèvement du Premier ministre a pour but immédiat d'empêcher la présence de ce dernier à la conférence? Je suis absolument persuadé, il était en route vers la France. Et la conférence se tiendra demain soir à 9 heures. Poirot tira de sa poche une montre énorme. Il est exactement 9 heures moins le quart. Cela fait 24 heures, dit M. Dodge d'un ton pensif. Un quart, ajouta Poirot. N'oubliez pas le quart d'heure, monsieur. Il peut nous être utile. Maintenant les détails. Cet enlèvement a-t-il eu lieu en Angleterre ou en France? En France, M. Macadam a fait la traversée ce matin. Il devait passer la nuit chez le commandant en chef et continuer demain sur Paris. Il a traversé la Manche sur un destroyer à Boulogne. Il était attendu par l'un des aides de camp du commandant en chef et une auto du quartier général. Eh bien, il est parti de Boulogne, mais il n'est jamais arrivé. Comment? Monsieur Poirot, ce n'était pas l'auto du quartier général, c'est un faux aide de camp. La voiture qui lui avait été envoyée fut retrouvée dans un petit chemin, le commandant et son chauffeur bâillonnés et ligotés. Et la fausse auto? Elle roule encore. Poirot eut un geste d'impatience. C'est incroyable. Sûrement, elle ne peut pas échapper longtemps à l'attention. C'est bien ce que nous pensions. Il nous semblait qu'il ne s'agissait que de chercher soigneusement cette partie de la France et sous l'occupation militaire. Nous étions convaincus que l'auto ne pouvait rester longtemps introuvable. La police française, nos agents de Scotland Yard et les agents militaires sont sur les dents. C'est incroyable comme vous le dites, mais on n'a rien découvert. À ce moment-là, on frappa à la porte et un jeune officier entra tenant une lourde enveloppe scellée qu'il tendit à Lord Esther. « J'arrive de France à l'instant, monsieur. J'ai apporté ceci, selon vos instructions. » Le ministre déchira l'enveloppe avidement et poussa une exclamation. L'officier se retira. « Voilà enfin des nouvelles. On vient tout juste de déchiffrer ce télégramme. Ils ont trouvé la seconde auto et aussi le secrétaire Daniels, chloroformé, ligoté et blessé, dans une ferme abandonnée près de... Il ne se souvient de rien. Il a seulement le sentiment que quelque chose
qu'on aurait pressé sur ses lèvres et dans ses narines, et d'une lutte pour se libérer. La police est convaincue de sa bonne foi. Et c'est tout ce qu'ils ont trouvé? Oui. Pas le cadavre du Premier ministre, alors. Il y a de l'espoir. Mais c'est étrange. Pourquoi, après avoir essayé de le tuer ce matin, prennent-ils tant de peine maintenant pour le garder vivant? Dodge secoua la tête. Il y a une chose tout à fait certaine, c'est qu'ils sont déterminés à tout prix à empêcher le Premier ministre d'assister à la conférence. Si c'est humainement possible, il y assistera. Dieu veille qu'il ne soit pas trop tard. Maintenant, messieurs, racontez-moi tout depuis le commencement. Je voudrais connaître aussi cette histoire de coup de carabine. La nuit dernière, le Premier ministre et l'un de ses secrétaires, le capitaine Daniels, celui qui l'accompagnait est en France? Oui, comme je vous le disais, il se rendait en auto à Windsor, où une audience devait être accordée au Premier ministre. Ce matin, de bonne heure, il rentre en ville, et c'est pendant ce voyage qu'eut lieu la tentative d'assassinat. Un moment, s'il vous plaît, qui est le capitaine Daniels? Avez-vous son dossier? Lord Esther sourit. Je pensais que vous me poseriez cette question. Nous ne savons pas grand-chose de lui, il n'est pas d'une famille connue. Il a servi dans l'armée anglaise, il est un excellent secrétaire, il est exceptionnellement bon linguiste. Je crois qu'il parle 7 langues. C'est pour cette raison que le Premier ministre l'avait choisi pour l'accompagner en France. A-t-il quelques parents en Angleterre? 2 tantes, une certaine Madame Everard, qui habite à Hampstead, et une Miss Daniels, qui vit près de Ascot. Ascot, ce n'est pas loin de Windsor, n'est-ce pas? On a négligé ce point, mais cela ne nous aurait mené à rien. Alors vous considérez le capitaine Daniels comme au-dessus de tout soupçon. Une ombre d'amertume passa dans ses yeux comme il répondait. Non, monsieur Poirot, à notre époque, j'hésiterais avant de déclarer qui que ce soit au-dessus de tout soupçon. Très bien, et je comprends maintenant, milord, la nécessité de garder le Premier ministre sous la protection vigilante de la police. Lord Esther inclina la tête. C'est cela. L'auto du Premier ministre était suivie de près par une autre occupée par des détectives en civil. Monsieur Macadam ignorait ces précautions. Il est personnellement très courageux et s'y serait opposé. Mais naturellement, personne n'a rien à voir dans les dispositions prises par la police. En fait, la voiture du Premier ministre était conduite par son chauffeur, O'Murphy. O'Murphy? C'est un nom irlandais. Oui, il est, en effet, irlandais. De quelle partie de l'Irlande? Country Clark, je crois. Tiens, mais continuez, milord. Le Premier ministre partit pour Londres. Il était dans une voiture fermée. Lui et le capitaine Daniels s'assirent à l'arrière. Mais heureusement, pour une raison inconnue, sa voiture abandonna la route nationale. À un tournant de la route, interrompit Poirot. Oui, mais comment le savez-vous? Oh, c'est évident. Continuez. Je disais donc que, pour une raison inconnue, continua Lord Esther, l'auto du Premier ministre abandonna la grande route. Les policiers, sans remarquer le changement de direction, continuèrent sur la grande route. Après un court trajet dans le chemin désert, l'auto du Premier ministre fut soudain arrêtée par une bande d'hommes masqués. Le chauffeur, ce brave O'Murphy, murmura rêveusement Poirot. Le chauffeur, un moment affolé, donna un brusque coup de frein. Le Premier ministre mit la tête à la portière. Immédiatement une balle siffla, puis une autre. La première frôla sa joue, la seconde, heureusement, manqua son but. Le chauffeur, réalisant alors le danger, accéléra et partit droit devant lui, éparpillant la bande d'assaillants. Nous pouvons dire qu'il a échappé belle, articulai-je en frissonnant. M. Macadam refusa de prêter aucune attention à la légère blessure qu'il avait reçue. Il déclara que ce n'était qu'une égratignure. Il s'arrêta seulement à un poste de secours pour se faire panser. Mais il ne révéla pas, bien entendu, son identité. Il se rendit alors tout droit à la gare de Charing Cross, où un train spécial l'attendait pour le conduire à Douvres. Et après un bref récit du capitaine Daniels à la police, anxieuse, il partit pour la France, à Douvres. Il s'embarqua sur le destroyer qui l'attendait. À Boulogne, comme vous le savez, la fameuse auto l'attendait, portant le drapeau anglais et tous les signes officiels. Et c'est tout ce que vous avez à me dire? Oui. N'avez-vous omis aucun détail, milord? Eh bien oui, il y a une autre chose assez curieuse. Vraiment? Voilà.
L'auto du Premier ministre ne reparut pas après l'avoir déposé à Charing Cross. La police désirait beaucoup interroger O'Murphy. Aussi ouvrit-elle immédiatement une enquête. Elle fut découverte à la porte d'un restaurant louche de Soho, bien connu comme rendez-vous des agents allemands. Et le chauffeur? Le chauffeur est encore à découvrir, lui aussi a disparu. Ainsi, dit Poirot rêveusement, il y a 2 disparitions, le Premier ministre en France et O'Murphy à Londres. Il lança un regard scrutateur à Lord Dexter, qui eut un geste d'impuissance. Tout ce que je peux vous dire, monsieur Poirot, c'est que si hier quelqu'un m'avait suggéré que O'Murphy était un traître, je lui aurais ri au nez. Et aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il faut penser. Poirot secoua gravement la tête. Il consulta de nouveau son énorme montre. Je pense, messieurs, que vous me donnez carte blanche, je veux dire sur toute la ligne. Il faut que je puisse aller où je désire, et par les moyens que je choisis. Parfaitement. Un train spécial va partir pour Douvres dans 1 heure, avec un nouveau contingent de Scotland Yard. Vous serez accompagné par un officier de police militaire et un autre agent qui se tiendra à votre entière disposition. Êtes-vous satisfait? Tout à fait. Encore une question, s'il vous plaît. Avant que vous ne partiez, messieurs, qui est-ce qui vous a donné l'idée de venir me trouver? Je suis obscur et inconnu dans votre grand Londres. Nous sommes venus vous chercher sur la recommandation pressante et le désir d'un très grand homme de notre pays. Comment, mon vieil ami le préfet? Lord Dexter secoua la tête. Plus grand que le préfet. Un homme dont la parole a fait et fera encore la loi en Belgique, à qui l'Angleterre est liée par le serment le plus sacré. Poirot fit de la main un salut théâtral. Alors je m'incline, messieurs. Vous pouvez être sûrs que moi, Hercule Poirot, je vous servirai fidèlement. Fasse seulement le ciel qu'il soit encore temps. Mais c'est tout de même bien obscur, je n'arrive pas à y voir. Alors, Poirot, m'écriai-je impatiemment, comme la porte se fermait derrière le visiteur, qu'en pensez-vous? Mon ami préparait déjà de ses gestes rapides et précis la minuscule valise qui le suivait partout. Il secoua précipitamment la tête. Je ne sais que penser, mes idées s'embrouillent. Pourquoi, comme vous le disiez, le faire disparaître quand un bon coup sur la tête aurait eu le même effet, m'étonnai-je. Je m'en tiens à ce que j'ai dit, il était certainement beaucoup plus intéressant pour eux de l'enlever. Mais pourquoi? Parce que l'incertitude crée la panique, et c'est une bonne raison. Si le Premier ministre était mort, ce serait une terrible calamité, mais il faudrait faire face à la situation. Tandis que maintenant, on est paralysé. Le Premier ministre va-t-il réapparaître ou non? Est-il mort ou vivant? Tout le monde l'ignore, et jusqu'à ce qu'on le sache, on ne sait que faire. Et comme je vous le dis, l'incertitude engendre la panique, et c'est précisément ce que cherchent les Allemands. Et puis, si ces ravisseurs le cachent quelque part, ils auront l'avantage de poser leurs conditions aux 2 parties. Le gouvernement allemand n'est généralement pas un payeur généreux, mais quelle bonne occasion de lui faire cracher de fortes sommes. Enfin, n'attentant pas à sa vie, il ne court pas le risque d'être pendu. Oh, décidément, cet enlèvement est bien leur affaire. Mais alors, pourquoi aurait-il d'abord essayé de le tuer? Poirot fit un geste d'impatience. Voilà, c'est justement ce que je ne comprends pas. C'est inexplicable, absurde. Ils ont pris toutes leurs dispositions, et d'excellentes, pour l'enlèvement, et cependant ils courent le risque de compromettre toute l'affaire par une attaque mélodramatique digne du cinéma, et aussi invraisemblable. Il est presque impossible de croire à cette bande d'hommes armés à moins de 20 milles de Londres. Peut-être s'agit-il de 2 tentatives sans aucun rapport entre elles, suggérai-je. La coïncidence serait trop forte, et puis il y a une grande question. Qui est le traître? Il faut qu'il y en ait un. Dans la première affaire, dans tous les cas. Est-ce Daniels ou O'Murphy? Ce peut être que l'un ou l'autre. Ou pourquoi la voiture aurait-elle abandonné la route nationale? Nous ne pouvons tout de même pas supposer que le Premier ministre ait voulu participer à son propre assassinat. Mais O'Murphy a-t-il pris ce tournant sur sa propre inspiration ou sur le commandement de Daniels? Sûrement O'Murphy est le traître. Oui, parce que si c'était Daniels, le Premier ministre aurait entendu l'ordre et en aurait demandé la raison. Mais il y a beaucoup de pourquoi dans cette affaire, et ils se contredisent. Si O'Murphy est un homme honnête, pourquoi a-t-il laissé la grande route? Et s'il est coupable, pourquoi a-t-il remis l'auto en marche après la 2e balle, sauvant ainsi, selon toute probabilité, la vie du Premier ministre? Et de plus, s'il est honnête,
Pourquoi, tout de suite après avoir quitté Charing Cross, alla-t-il à un rendez-vous bien connu d'espions allemands? Tout cela est bien embrouillé, dis-je. Examinons le cas avec méthode. Quelles données avons-nous pour ou contre ces deux hommes? Prenons d'abord O'Murphy. Contre. Sa conduite au moment où il quitte la grande route est douteuse. Il est irlandais et habite à County Clark. Il disparaît d'une manière assez significative. Pour sa promptitude à lancer l'auto, a sauvé la vie du Premier ministre. Il est agent du Scotland Yard et si nous considérons la mission qu'on lui confie, regardé comme un détective sûr. Et maintenant, Daniels. Nous n'avons rien contre lui, excepté le fait que nous ne savons rien de ses antécédents et qu'il parle trop de langues pour un bon anglais. Excusez-moi mon ami, mais comme linguiste, vous êtes déplorable. Maintenant, en sa faveur, nous avons le fait qu'il fut découvert ligoté, bâillonné et chloroformé, ce qui semble prouver qu'il n'eut rien à voir avec cette affaire. Il peut s'être attaché lui-même pour paraître innocent. Poirot secoua la tête. La police française n'aurait pas commis une erreur de telle taille. De plus, une fois son but atteint et le Premier ministre subtilisé en sûreté, il n'avait aucune raison de rester en arrière. Il est possible naturellement que ses complices l'aient attaché et chloroformé, mais je n'arrive pas à voir dans quel but. Il ne peut plus leur être d'une grande utilité jusqu'à ce que les circonstances de l'enlèvement du Premier ministre soient tirées au clair. Il sera étroitement surveillé. Peut-être espérait-il lancer la police sur une fausse piste. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait vraiment? Il dit seulement avoir senti quelque chose dans son nez et dans sa bouche, et c'est tout ce dont il se souvient. Je ne vois pas là de fausse piste, et cela a toute l'apparence de la vérité. Eh bien, dis-je en regardant la pendule, je crois bien que nous ferions mieux de partir pour la gare. Vous trouverez peut-être plus d'indices en France. C'est possible, mon ami, mais j'en doute. Je trouve incroyable que l'on ait pu découvrir le Premier ministre dans cette région, étroitement limitée, où la difficulté de le cacher doit être énorme. Si la police et l'armée des deux pays n'ont pas pu le trouver, comment y parviendrais-je? À Charing Cross, nous rencontrâmes M. Dodge, qui nous attendait. Voici le détective Barnes, de Scotland Yard, et le major Norman. Ils se tiendront à votre disposition. Je vous souhaite bonne chance, c'est une affaire difficile, mais je n'ai pas perdu espoir. Il faut maintenant que je vous quitte. Et le ministre s'éloigna rapidement. Nous causâmes librement avec le major Norman. Au centre d'un petit groupe, sur le quai, je reconnus un personnage de petite taille, à tête de fouine, qui parlait avec un homme grand et blond. C'était une vieille connaissance de Poirot, l'inspecteur Japp, réputé comme l'un des officiers les plus élégants de Scotland Yard. Il s'avança et salua joyeusement mon ami. « J'ai entendu dire que vous vous occupiez aussi bien de cette affaire. Un beau travail sur la planche, parfait tant qu'ils peuvent filer avec leur butin. Mais je ne peux croire qu'ils arrivent à le dissimuler longtemps. Nos agents sillonnent la France dans tous les sens, et les Français en font autant. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce n'est plus qu'une question d'heure. » « Oui, s'il est encore vivant, » remarqua sombrement l'autre détective. Le visage de Japp s'obscurcit. « Sans doute, mais cependant j'ai le pressentiment qu'il est en parfaite santé. » Poirot approuva de la tête. « Oui, il est vivant, mais pourra-t-on le retrouver à temps? Comme vous, je ne pensais pas qu'on pût le tenir si longtemps caché. » Le train siffla et nous montâmes dans le Pullman. Un léger sursaut, un glissement doux, et le train sortit de la gare. Ce fut un curieux voyage. Les agents de Scotland Yard s'étaient groupés. Ils déplièrent des cartes du nord de la France et suivirent de leurs doigts nerveux les lignes de route et le tracé des villages. Chacun avait sa théorie personnelle. Poirot ne parlait pas. Il restait assis, les yeux fixés. L'expression de son visage me fit penser à celle d'un enfant cherchant la solution d'un problème difficile. Je causais avec Norman, et ses idées me parurent originales. En arrivant à Douvres, Poirot se comporta de la façon la plus amusante. Le petit homme, en montant dans le bateau, s'accrocha désespérément à mon bras. Un vent furieux soufflait. « Mon Dieu !» murmura-t-il, « c'est terrible !»« Courage, Poirot !» m'écriai-je. « Vous réussirez à le trouver, j'en suis sûr. »« Ah, mon ami, vous vous méprenez sur la cause de mon émotion. C'est cette mer agitée qui me fait peur. Le mal de mer, songez donc. C'est une horrible souffrance. »« Ah !» dis-je assez déconcerté. Aux premières secousses du bateau, Poirot ferma les yeux en gémissant. Le major Norman possède une carte du nord de la France, si vous voulez l'étudier.
Poirot secoua impatiemment la tête. Mais non, laissez-moi, mon ami. Voyez-vous, pour réfléchir, il faut avoir l'estomac et le cerveau en équilibre. Laverguier a une méthode merveilleuse pour prévenir le mal de mer. Vous inspirez, puis vous expirez, doucement, comme ça, en tournant la tête de droite à gauche et en comptant jusqu'à 6 entre chaque opération. Je l'abandonnai à ses exercices de gymnastique et montai sur le pont. Comme nous entrions dans le port de Boulogne, nous vîmes apparaître Poirot net et souriant. Il m'annonça à l'oreille que le système de Laverguier avait merveilleusement réussi. Japp continuait à tracer du doigt des routes imaginaires sur la carte. Inutile, l'auto est partie à Boulogne, là. Elle a pris l'embranchement. Maintenant, mon idée, c'est qu'ils ont transporté le Premier ministre dans une autre voiture, vous comprenez? Eh bien, moi, dit l'autre détective, je vais visiter les ports de mer. Je vous parie, tout ce que vous voudrez qu'ils l'ont embarqué sur un bateau. On y a pensé, on a immédiatement donné l'ordre de fermer tous les ports. Le jour se levait à peine quand nous touchâmes terre. Le major Norman saisit le bras de Poirot. Il y a là une auto militaire qui vous attend, monsieur. Merci beaucoup, monsieur, mais pour le moment, je n'ai pas l'intention de quitter Boulogne. Comment? Nous allons entrer dans cet hôtel sur le quai. Et il y alla, demandant une chambre particulière. Nous le suivîmes tous les trois sans rien comprendre. Il nous lança un coup d'œil rapide. Ce n'est pas ainsi qu'agit un bon détective, n'est-ce pas? Je saisis votre pensée. Il doit être plein d'énergie, se précipiter s'il faut, à droite et à gauche, se coucher à plat ventre sur la route et chercher de la poussière et des traces de pneus avec une loupe. Il doit recueillir le bout de cigarette et l'allumette, brûler. Ses yeux nous provoquaient. Mais moi, Hercule Poirot, je vous dis que cela ne signifie rien. La solution véritable se trouve là-dedans. Il se toucha le front. Voyez-vous, je n'aurais pas dû quitter Londres. Il me suffisait de demeurer tranquillement assis dans mon bureau. Tout ce qui importe, c'est le travail des petites cellules grises. Elles le font silencieusement et secrètement, jusqu'à ce que, tout à coup, je demande une carte et que je pose mon doigt sur un point, comme ça, en disant « Le Premier ministre est là ». Et il y est. Avec de la méthode et de la logique, on peut tout. Notre ruée frénétique sur la France est une faute. C'est un jeu de cache-cache puéril. Mais maintenant, quoiqu'il soit un peu trop tard, je vais travailler selon la vraie méthode, celle de la réflexion. Silence, mes amis, je vous en prie. Et pendant 5 longues minutes, le petit homme demeura assis, sans mouvement, les yeux plissés comme ceux d'un chat. Devenait de plus en plus étincelant et plus vert. L'agent de Scotland Yard prenait des airs supérieurs et exaspérés. Le major Norman ne pouvait dissimuler son impatience et je trouvais moi-même le temps désespérément long. Finalement, las de mon oisiveté, je me levai et me dirigeai aussi silencieusement que possible vers la fenêtre. L'aventure touchait à la farce. J'étais en moi-même honteux de mon ami. S'il devait échouer, j'aurais préféré que ce fût d'une manière moins ridicule. De la fenêtre, mes yeux se posèrent sur le bateau du soir qui attendait le long du quai, lançant vers le ciel des colonnes de fumée. Tout à coup, la voix de Poirot, tout près de moi, me fit tressaillir. « Mes amis, allons-nous-en. » Je me retournai. Mon ami m'apparut entièrement transformé. Ses yeux pétillaient d'excitation, sa poitrine se soulevait presque. Je n'ai été qu'un imbécile, mes amis, mais j'y vois clair enfin. Le major Norman se dirigea en hâte vers la porte. Je vais commander la voiture. Ce n'est pas la peine, je ne m'en servirai pas. Grâce au ciel, le vent est tombé. Vous voulez dire que vous allez marcher à pied, monsieur? Non, mon jeune ami, je ne suis pas Saint-Pierre, je préfère traverser la mer en bateau. Traverser la mer? Oui, pour travailler avec méthode, il faut commencer par le commencement, et le commencement de cette affaire était en Angleterre. Voilà pourquoi nous y retournons. Donc, à 3 heures, nous nous retrouvions sur le quai de la gare de Charing Cross. Poirot refusait d'entendre toutes nos remontrances. Il ne cessait de répéter que ce n'est point perdre du temps que de commencer par le commencement, seule méthode possible et logique. Pendant la traversée, il avait eu un entretien à voix basse avec Norman, et ce dernier avait expédié de Douvres un paquet de télégrammes. Grâce au laissez-passer obtenu par Norman, nous pûmes aller partout où nous le désirions, en un temps record. À Londres, une confortable auto de la police nous attendait avec quelques agents civils. L'un d'eux tendit à mon ami une feuille de papier écrite à la machine. Celui-ci répondit à mon regard interrogateur. « C'est la liste des postes de secours, dans un certain rayon de l'ouest de Londres.
Je les demandai télégraphiquement à Douvres. Nous traversâmes à vive allure les rues de Londres, puis Bath Road, Hammersmith, Chiswick et Brentford. Je commençai à comprendre où nous allions en venir. Après avoir passé Windsor, nous prîmes la route d'Ascot. Mon cœur se mit à battre. Ascot, l'endroit où vivait l'une des tantes de Daniels. C'est donc lui que nous poursuivions, et non O'Murphy. Nous nous arrêtâmes à la porte d'une jolie villa. Poirot bondit hors de l'auto et frappa à la porte. Je vis un froncement de sourcils obscurcir son visage radieux. Il était évidemment pas satisfait. On vint ouvrir, et il fut introduit quelques minutes plus tard. Il ressortit et remonta dans l'auto, esquissant un hochement de tête. Il était alors 4h30. Que serait le profit s'il arrivait à découvrir le coupable, à moins de lui faire avouer l'endroit exact où l'on retenait en France le Premier ministre? Notre voyage vers Londres fut souvent interrompu. Il nous arriva plus d'une fois d'abandonner la grande route et de nous arrêter auprès d'une petite chaumière dans laquelle il n'était pas difficile de reconnaître un poste de secours. Poirot, qui ne s'arrêtait que quelques minutes, mais son assurance devenait plus évidente à chaque halte. Il dit quelque chose à l'oreille de Norman, et celui-ci répondit. « Oui, tournez à gauche, vous allez trouver. Il vous attend sur le port. » Nous prîmes un chemin montant, et dans la lumière qui baissait, je pus discerner une seconde voiture arrêtée sur le bord de la route. 2 hommes en civil étaient là. Poirot descendit leur parler, mais nous repartîmes vers le nord suivis de près par l'autre auto. Nous nous dirigions évidemment vers l'une des banlieues au nord de Londres. Finalement, nous nous arrêtâmes devant le portail d'une grande maison bâtie, un peu en retrait de la route, au milieu d'une cour. Norman et moi nous fûmes laissés dans l'auto. Poirot et l'un des détectives sonnèrent à la porte. Une femme de chambre à la mise nette vint ouvrir. Le détective parla. « Je suis officier de police, j'ai ordre de fouiller votre maison. » La jeune fille poussa un petit cri et une jeune grande femme, belle, d'âge moyen, apparut derrière elle dans le hall. « Fermez la porte, Edith, ce sont peut-être des voleurs. » Mais Poirot bloqua rapidement la porte avec le pied et lança en même temps un coup de sifflet. Les autres détectives accoururent et se précipitèrent dans la maison, en fermant la porte derrière eux. Norman et moi passâmes à peu près 5 minutes à maudire notre inaction forcée. La porte s'ouvrit enfin, et les agents parurent, escortant 3 prisonniers, une femme et 2 hommes. La femme et l'un des hommes furent conduits dans la seconde automobile. L'autre fut placé dans notre voiture par Poirot lui-même. « Il faut que j'aille avec les autres, mon ami. Mais prenez bien soin de ce monsieur. »« Vous le connaissez pas ?»« Eh bien, permettez-moi de vous présenter monsieur O'Murphy. »« O'Murphy ?» Je le considérais bouche bée, tandis que nous démarrions. Il ne portait pas de menottes, mais j'étais convaincu qu'il n'essaierait pas de s'échapper. Il regardait fixement en face de lui, comme saisi de vertige. S'il avait eu envie de fuir, Norman et moi étions là pour le retenir. À ma grande surprise, l'auto prit encore une route vers le nord. Nous ne retournions donc pas à Londres? Je ne comprenais plus. Bientôt je reconnus que nous étions près de l'aérodrome de Hendon. Je saisis immédiatement le dessein de Poirot. Il voulait atteindre la France par avion. C'était une idée très hardie, mais irréalisable. Un télégramme serait beaucoup plus rapide, et la question était d'arriver à temps. Il devait laisser à d'autres la gloire de délivrer le Premier ministre. Nous étions à peine arrêtés que le major Norman sortait de l'auto, et qu'un homme en civil prenait sa place. Il échangea quelques mots avec Poirot, puis sortit rapidement. Je sautai moi aussi de l'auto, et je saisis Poirot par le bras. « Je vous félicite, mon vieux, ils vous ont dit où ils le cachaient? Mais écoutez-moi, télégraphiez immédiatement en France. Vous arriverez trop tard si vous y allez vous-même. » Poirot me considéra avec stupéfaction 1 minute ou 2. « Malheureusement, mon ami, il y a des choses qu'on ne peut pas envoyer par télégramme. » À ce moment, le major Norman revint accompagné d'un jeune officier en uniforme d'aviateur. « Voici le capitaine Lyle, qui va vous conduire en France. Il peut partir tout de suite. »« Couvrez-vous chaudement, monsieur, » dit le jeune pilote. « Je peux vous prêter un manteau si vous le désirez. » Poirot consulta son énorme montre. Il murmura. « Oui, il est temps, mais bien juste. » Il releva la tête, s'inclina poliment devant le jeune officier. « Je vous remercie, monsieur, mais ce n'est pas moi qui suis votre passager. C'est ce monsieur. » Il s'écarta, en parlant, et une silhouette sortit de l'obscurité. Je reconnus le prisonnier de la seconde auto.
Quand la lumière tomba sur son visage, j'eus un mouvement de stupéfaction. C'était le Premier ministre. Pour l'amour du ciel, racontez-moi tout, m'écriai-je impatiemment, quand Poirot, Norman et moi fûmes dans l'auto qui nous ramenait à Londres. Comment diable ont-ils pu se débrouiller pour le ramener en Angleterre? Ils n'ont pas eu besoin de l'y ramener, répondit Poirot sèchement. Le Premier ministre n'a jamais quitté l'Angleterre. Il a été enlevé entre Windsor et Londres. Quoi? Je vais vous expliquer. Le Premier ministre était dans son auto avec son secrétaire derrière lui. Soudain, on lui appliqua sur le visage un tampon imbibé de chloroforme. Mais qui? Le linguiste si fort, le capitaine Daniels. Aussitôt que le Premier ministre eut perdu connaissance, Daniels saisit le cornet acoustique et ordonna à Murphy de tourner à droite. Le chauffeur obéit sans méfiance. Quelques mètres après l'embranchement de ce chemin désert, se trouve une automobile luxueuse, apparemment en panne. Son chauffeur fit signe à O'Murphy de s'arrêter. Celui-ci ralentit. L'étranger s'approche. Daniels se penche à la portière et, probablement à l'aide d'un anesthésique instantané, tel que le chlorure d'éthyle, le tour est joué une seconde fois. En quelques secondes, les deux hommes inanimés sont traînés jusqu'à la voiture et deux autres leur sont substitués. C'est impossible. Pas du tout. N'avez-vous jamais vu dans les music-halls des imitations parfaites de gens célèbres? Il n'y a rien de plus simple que de représenter une personnalité en vue, et le Premier ministre anglais est bien plus facile à imiter que le premier Smith venu. Quant au double de O'Murphy, personne ne devait faire attention à lui jusqu'au départ du Premier ministre, et ensuite, il avait le temps de disparaître. Il va tout droit de Charing Cross au restaurant, où sont réunis ses amis, il y entre sous les traits de O'Murphy, et en sort tout à fait différent, et le tour est joué. O'Murphy a disparu, laissant derrière lui une piste suspecte à souhait. Mais l'homme qui personnifiait le Premier ministre a été vu par tout le monde. Oui, mais par aucun de ses intimes. Et Daniels le tenait aussi éloigné que possible de la foule. Et de plus, il avait la tête bandée. Et l'on aurait pu attribuer au choc qu'il venait de subir du fait de l'attentat tout ce qui aurait pu paraître anormal dans ses manières. M. Macadam a la gorge fragile et ménage toujours sa voix avant un discours important. La Dupris était bien facile à maintenir jusqu'à l'arrivée en France. Là, elle deviendrait difficile et même impossible. Aussi, le Premier ministre disparaît. La police de votre pays se hâte de traverser la Manche et personne ne songe à examiner les détails du premier attentat. Pour augmenter l'illusion de l'enlèvement en France, Daniels est chloroformé et ligoté d'une manière convaincante. Et l'homme qui jouait le rôle du Premier ministre? Il abandonne son déguisement. Lui et le faux chauffeur peuvent être arrêtés comme suspects, mais personne ne songe à soupçonner leur vrai rôle dans le drame. Et l'on ne pourra que les relâcher par manque d'évidence. Et le Premier ministre, où est-il? Lui et O'Murphy sont amenés directement chez Madame Everard, à Hampstead, la soi-disant tante de Daniels. Elle est en réalité Frau Bertha Ebenthal, recherchée depuis quelque temps par la police. C'est un présent précieux que je viens de faire à la police, pour ne pas parler de Daniels. Ah, c'était un plan habile, mais il comptait sans l'habileté de Hercule Poirot. Je pense qu'on peut bien lui pardonner ce moment de vanité. À quel moment avez-vous commencé à soupçonner la vérité? Quand je me suis mis à travailler selon la vraie méthode, la réflexion. Je n'arrivais pas à faire cadrer cette histoire d'attentat. Je vis soudain que son résultat le plus clair était de faire venir le Premier ministre en France avec un bandeau sur le visage. Alors je commençai à comprendre. Mais quand la visite de tous les postes de secours entre Windsor et Londres me révéla que personne répondant à cette description n'y avait été soigné ce matin-là, j'acquis la certitude. Après cela, ce fut un jeu d'enfant pour un esprit tel que le mien. Le matin suivant, Poirot me montra un télégramme qu'il venait de recevoir et ne portait ni nom de ville ni signature, mais disait seulement « Attends ». Quelques heures plus tard, les journaux du soir publiaient un compte-rendu de la conférence des Alliés. Ils insistaient sur l'importance de la magnifique ovation faite à M. David Macadam, dont le discours éloquent avait produit une impression profonde, que l'on sentait durable. Fin. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous a plu.
Il reste encore une enquête dans le recueil de nouvelles d'Agatha Christie, mais j'ai découvert par hasard qu'il y avait dans l'édition anglaise de ce recueil qu'il y avait 3 ou 4 histoires en plus qui n'apparaissaient pas dans l'édition française. Si j'arrive à trouver leur traduction, tant mieux. Sinon, j'essaierai de les traduire et tout en demandant votre extrême indulgence. En attendant, il y aura toujours d'autres histoires à découvrir, notamment celle de Sherlock Holmes, et bien sûr le dernier épisode de la mystérieuse affaire de Styles, qui devrait venir plutôt prochainement. Et pourquoi pas 1 ou 2 histoires, tout droit sorties de mon cerveau, bien angoissé, bien malmené ces derniers temps. Je vous souhaite beaucoup de santé. J'espère que les préparatifs des vacances ou les vacances se passent bien. Je vous dis à très bientôt et merci.